Bonjour à tous, donc on est là aujourd'hui pour vous parler de la transition. Docteur Sophie Eke, j'ai fait mes formations de rhumatologue en tant que chef de clinique à l'hôpital Cochin et je suis actuellement praticienne hospitalière contractuelle dans le service du professeur Cartier à l'hôpital Necker à Paris. Bonjour, Hervé Lefebvre, je suis pédiatre, médecin d'adolescents, consultant dans le service du professeur Cartier en rhumatologie pédiatrie à l'hôpital Necker et médecin d'adolescents à la maison des adolescents de Cochin. Alors on va vous parler de la transition aujourd'hui. Je vais commencer par la première question, Hervé. Pourquoi l'adolescence est-elle une période clé dans le parcours des patients atteints de maladies rares ? Alors, c'est une bonne question que je modifierai un petit peu en disant que l'adolescence est une période clé tout court. C'est-à-dire qu'elle se caractérise pour passer de l'enfance à l'âge adulte par un ensemble de transformations physiques, plus 30 cm, changement de morphotype, de visage, acquisition des caractères sexuels sous l'influence de la puberté, psychique, avec la nécessité de s'adapter à ce nouveau corps, et associé aux nouvelles relations sociales et culturelles que ces transformations occasionnent. Et pour les patients atteints de maladies chroniques, les enjeux seront doubles, c'est-à-dire à la fois de gérer cette adolescence et cette émancipation qui permet de devenir un sujet en tant que tel, tout en devant gérer des soins, des symptômes, des consultations, parfois des hospitalisations, qui seront une contrainte et parfois à risque d'un certain repli sur soi, de certaines difficultés à être avec les autres, et qui traduit une période où on se sent exposé comme adolescent d'une façon générale, et parfois plus particulièrement quand on souffre d'une maladie chronique. Merci beaucoup. Hervé, d'autres questions qui se posent également, c'est finalement quels sont les principaux défis médicaux, psychologiques et puis sociaux rencontrés pendant cette transition ? Alors, il y a d'une part les défis sociaux sont à peu près identiques chez l'adolescent malade chronique que chez l'adolescent qui ne souffre pas de pathologie spécifique. On notera aussi que beaucoup d'adolescents sans maladie chronique sont en situation de souffrance aujourd'hui, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une maladie chronique pour être un adolescent en souffrance. Du point de vue psychologique, c'est ce que je disais un petit peu avant, il y a ces ajustements en fait liés à la maladie, liés aux consultations, liés à la scolarisation, liés aux relations familiales, à l'emprise des parents, à l'emprise positive, favorable, à leurs préoccupations, au questionnement sur l'avenir, au questionnement sur la scolarité, la profession. Voilà, ce sont des enjeux qui sont sociaux, qui sont psychologiques en termes d'image de soi, parce qu'il y a souvent un travail de deuil de l'enfant sain à avoir, que ce soit de la part des adolescents et des parents, pour pouvoir se projeter tel qu'on est, avec la maladie dont qu'on a dû acquérir contre son gré pour progresser, développer et grandir. Et finalement, à partir de quel âge on commence à parler de la transition vers l'adulte avec les jeunes patients ? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect théorique qui consiste à... donc ça, c'est les guidelines qui nous disent vous parlez de transition sur une maladie chronique définie à partir de l'âge de 12 ans, c'est-à-dire début de collège, 5e, 4e. En réalité, les pédiatres mettent souvent du temps à parler de transition et ce n'est pas quelque chose qui est naturel aujourd'hui dans le discours. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'anticipation de ce qui va se passer 5 à 10 ans plus tard, une fois que le diagnostic est fait, qu'il y a des habitudes, mais on y reviendra, en lien avec la prise en charge pédiatrique, et que du coup, l'annonce de la transition qui inscrit le suivi sur la durée n'est peut-être pas suffisamment bien fait ou fait suffisamment tôt. Pour préparer tout le monde, que ce soit les ados, les parents et les professionnels, au fait que les choses vont évoluer en même temps que les patients vont grandir. Et puis peut-être effectivement parler de cette notion de différence entre la transition et le transfert, où là je pense que c'est important, où la transition c'est vraiment tout un processus qui commence donc théoriquement dès l'âge de 12 ans, et finalement le transfert c'est la transition effective, le passage physique de l'adolescent et de la famille dans le service de rhumatologie adulte. Souvent, ce sont deux concepts qui sont confondus l'un et l'autre. On dit transition, transition c'est la préparation et le transfert c'est le passage, avec aussi des étapes préparatoires, pré, per et post-transfert. Exactement. Et donc finalement, comment on prépare un adolescent à quitter le suivi pédiatrique ?
Bah écoute, c'est pas si simple que ça, puisque les équipes ont dû se réunir, réfléchir avec ce qu'ils mettaient en place en pédiatrie, avec les équipes d'adultes que tu représentes ici par rapport aux attentes que vous pouviez avoir, par rapport à l'autonomisation. Donc il y a tout un travail de réflexion. Une fois qu'on sait que ce process va être engagé, qu'est-ce qui doit permettre à un adolescent d'être en mesure de quitter le monde pédiatrique, plutôt protecteur, plutôt très attaché, où les enfants sont attachés à l'équipe, aux médecins, les parents également rassurés du fait du professeur Cartier, on va le nommer, qui a fait le diagnostic, effectivement, ou des membres de son équipe qui sont très très importants aux yeux des patients et qui vont devoir faire un relais de prise en charge. Et donc c'est des étapes, il faut en parler, il faut communiquer, il faut expliquer. Il faut autonomiser ces patients dans leur prise en charge pour leur permettre de faire ce passage plus facilement. Et quel rôle joue le pédiatre dans la coordination avec les médecins d'adultes ? Alors, les pédiatres, ils sont un peu obligés, parce que soit ils suivent les patients jusqu'à 70 ans, et ils veulent pas. Et ils ne s'impliquent pas dans la transition, soit ils considèrent qu'il faut faire quelque chose. Et la pire des choses à faire, ce serait de dire « la prochaine fois, je ne vous vois pas, vous voyez mon collègue, ma collègue à l'hôpital Cochin ou la Pitié-Salpêtrière ». Donc il faut vraiment préparer pour que tout le suivi pédiatrique soit valorisé par la suite avec le suivi adulte. Et donc ils ont pour rôle de devoir à la fois préparer les familles et les ados et prendre contact avec un réseau, avec des professionnels d'adultes, de créer des liens, de créer des filières de soins, des parcours de soins, ce qui permet de renforcer à la fois la connaissance, et c'est très rassurant pour des parents, des ados, de savoir qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, qu'il y a des protocoles qui sont communs ou des choses qui sont discutées entre spécialistes rhumatologues en l'occurrence, de façon à ce que effectivement les choses se passent le mieux possible. Donc le pédiatre, il a cette mission-là avec son équipe en pédiatrie de rassembler tous les éléments en faveur d'une transition réussie. Exactement, et du point de vue de la médecine d'adulte aussi, c'est extrêmement rassurant d'avoir le pédiatre qui coordonne cela et qui nous transmet toutes les informations qui sont nécessaires pour accueillir l'adolescent et sa famille dans les meilleures conditions, avec les transmissions à la fois du dossier médical et puis de tout ce qui va avec, de la vie personnelle de l'adolescent, pour comprendre tout l'enjeu de la prise en charge de cet adolescent, et de savoir effectivement qu'on a été, entre guillemets, appuyé par un médecin pédiatre. C'est aussi tout à fait aidant pour nous en médecine de l'adulte. Voilà, parce que ça rassure le patient et sa famille. Comment accueillez-vous un jeune patient qui vient de quitter la pédiatrie ? Alors, on l'accueille déjà avec plaisir. C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir les adolescents et leurs familles chez nous en médecine d'adulte. Je pense qu'un des éléments très importants, c'est de prendre le temps. C'est des consultations qui sont longues et c'est important de savoir prendre le temps à la fois avec l'adolescent et leur famille. Et donc, comme vous le voyez, on accueille les familles, les parents, également la fratrie si cela est souhaité. Et c'est vraiment en fonction de l'adolescent et de la dynamique familiale. Donc, c'est-à-dire que toute la famille, pour moi, est la bienvenue. Si l'adolescent en est d'accord et qu'il est majeur. Après, effectivement, au fur et à mesure, c'est des choses qui pourront être rediscutées avec l'adolescent si à un moment il souhaite être seul, mais ça dépend encore une fois de la dynamique familiale. Finalement, chaque transition est très personnalisée en fonction de l'adolescent et de sa famille. Et c'est vrai que moi, j'aime bien accueillir l'adolescent avec une phrase qui peut-être parfois permet de détendre l'ambiance quand ils arrivent. C'est toujours un peu compliqué parce qu'il arrive dans un nouvel environnement, parfois un nouvel hôpital, avec un nouveau médecin. Souvent, dans la salle d'attente, il n'y a pas que des jeunes adolescents qui attendent dans la consultation, parfois des patients plus âgés. Et donc déjà, pour détendre, je leur demande tout simplement s'ils souhaitent être tutoyés ou vous voyez. Ça permet de montrer qu'on s'intéresse à lui, qu'il a aussi le choix et et que ses choix sont respectés. Et donc c'est vrai que souvent, ça permet de détendre l'atmosphère. J'en ai aucun qui m'a jamais dit de vous voyez, enfin si, peut-être un ou deux. Et au final, au fur et à mesure de la consultation, ils vont tous demander de les tutoyer. Et avec ça, ça se passe vraiment bien. Et ça permet d'aborder toutes les thématiques qui sont importantes, la maladie, mais également la vie personnelle de l'adolescent. Il y a une question, c'est vois-tu s'il existe des points de vigilance spécifiques lors de cette transition ? Donc oui, il y a beaucoup de points de vigilance à aborder. Eh bien, tout d'abord, l'autonomisation du patient, c'est important parce que la transition sert aussi à ça, à permettre à l'adolescent et jeune adulte de s'autonomiser dans le temps. Et puis, bien sûr, de vérifier bien la bonne continuité des soins avec le milieu pédiatrique, l'observance, l'adhésion au traitement, l'adhésion aux soins, c'est quelque chose qui est important. On sait que malheureusement,
ce qu'on redoute pour une transition, c'est la perte du suivi de l'adolescent. Et donc on fait vraiment attention à ça. Évidemment, on prend en compte la maladie, son activité, vérifier que la maladie est bien contrôlée, si le traitement est bien toléré. C'est bien sûr des choses où on fait très attention. Et puis, je pense que, comme tu l'as dit, l'adolescence est une période qui n'est pas facile, où il y a des adolescents en souffrance. Et donc je pense qu'un des points de vigilance aussi à avoir, eh bien, c'est tout simplement la santé mentale du jeune adolescent. Est-ce qu'il se sent bien? Et finalement, tous ces aspects sont vraiment importants et sont abordés au cours de cette première consultation de transition. Alors, sachant que la transition et le transfert peuvent être soit des moments valorisants pour ces adolescents qui ont fait ce process de maturation. On parlait récemment du cortex préfrontal dans le développement de l'adolescent et qui lui permet effectivement d'organiser ses pensées, hiérarchiser les événements, de l'aider à devenir mature. Donc ça peut être vécu comme quelque chose de très bénéfique, de positif. Et ça peut être aussi, à l'inverse, il ne faut pas forcer ces transitions, pousser ces transitions et ces transferts en situation d'instabilité émotionnelle, psychologique, voire psychiatrique, parce que ça serait un nouvel épisode de déstabilisation à risque d'aller plus mal, d'arrêter ses traitements, d'avoir des troubles de compliance ou de suivi. Donc voilà, c'est un ensemble où on doit nous valoriser ce process et le fait de grandir, comme on valorise le fait de poursuivre ses études, d'avoir un métier et de pouvoir en profiter. Voilà, ça fait partie du développement et donc on doit l'accompagner tout en essayant d'encourager cette période de façon très positive, à la fois pour les ados et les parents qui sont parfois très inquiets de quitter le milieu pédiatrique. Exactement, et donc pour cette valorisation, et c'est important, tu l'as dit, c'est d'accompagner l'adolescent dans ses projets de vie, à la fois personnels et professionnels, sa scolarité. Tout ça, c'est vraiment des points très importants pour nous. Alors, le système de santé facilite-t-il assez cette transition, selon vous? Il y a vraiment des dynamiques positives qui ont été mises en place ces dernières années, notamment avec les recommandations qui ont été établies, les filières de santé comme la filière FAI2R qui apportent beaucoup pour la transition, qui font beaucoup, mais malheureusement on est quand même limité par la disponibilité des équipes, le manque de personnel, le manque de moyens, surtout dans certains établissements, dans certaines régions. Donc malheureusement on peut être contraint par le manque d'équipes soignantes, d'équipes médicales, de coordination dans certains endroits pour proposer une transition bien faite, mais on va essayer de rester positif en disant qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place par la FAI2R, par les associations de patients, par les équipes soignantes. Donc on espère que ça continue vraiment en ce sens pour améliorer toujours la transition. Pour compléter, je pourrais rajouter, ça fera le lien avec la question suivante. Les ARS proposent des programmes d'éducation thérapeutique du patient qui structurent énormément de soins, dont ceux qui concernent la transition. Donc ça, c'est un plus. Ce qu'on peut regretter, effectivement, c'est que ce soit à moyen constant et que ça fasse partie de notre emploi du temps et que ça se rajoute à notre emploi du temps dans l'intérêt du soin des patients. Et donc, ça me fait poser tout de suite la question suivante sur existe-t-il un protocole de transition dans les centres de référence ? Alors oui, il faut savoir que chaque centre propose en général des protocoles de transition. Donc chaque protocole peut varier en fonction du centre de référence dans lequel on est. Donc il n'y a pas un modèle établi qui est parfait et tous on s'inspire finalement les uns les autres et c'est ça qui est extrêmement motivant et stimulant. Mais effectivement, il y a différentes possibilités qui existent. Les ateliers d'éducation thérapeutique que tu mentionnais sont des éléments vraiment importants où on va parler pendant toute une journée de la transition avec les adolescents, les jeunes adultes et les parents, parfois la fratrie qui est là aussi. Donc les ateliers d'éducation thérapeutique sont très importants, où ça permet aux médecins d'adultes aussi de se présenter et d'animer les ateliers. Il peut y avoir aussi des consultations conjointes entre le pédiatre et l'adulte, le rhumatologue adulte qui peut être présent, le médecin interniste. Je sais même que dans certains centres, ça peut être fait aussi par visio, parce que si les sites sont éloignés, c'est des choses qui peuvent être faites également. Il y a certains centres, par exemple, qui proposent des consultations, si vous voulez, une fois on va en pédiatrie, on découvre le médecin d'adulte par la suite, puis on vient une fois en pédiatrie, pour être sûr que ça se soit bien passé et faire un retour de cette première consultation. Donc finalement, il y a plein de protocoles qui existent en fonction de l'organisation du système de soins local et cela, on vous accompagnera en fonction du centre où vous vous trouvez. Quels sont les risques pour la santé
de ces adolescents atteints de maladies chroniques si la transition est mal préparée. Donc c'est le principal risque, hein. Forcément celui qu'on redoute le plus, c'est la perte de suivi et la rupture de soins de l'adolescent, parce que comme tu le disais, c'est une période charnière, et parfois la maladie c'est aussi un des éléments qu'il peut contrôler, et donc parfois il le contrôle, mais parfois négativement en voulant arrêter ses traitements pour tester aussi les choses, et donc ça c'est vraiment quelque chose que l'on redoute, et c'est pour ça que toutes ces filières de soins, elles sont extrêmement importantes, parce qu'il y a vraiment cette continuité entre la pédiatrie et la médecine de l'adulte qui nous permet vraiment de faire le lien et de suivre le patient et de voir si nous il n'est pas arrivé chez nous, on peut appeler les collègues pédiatres, est-ce qu'il est resté chez eux, on peut rappeler les patients, et donc on redoute cela. Et pourquoi on redoute cela? Eh bien parce que le risque, ce sont des poussées de la maladie qui peuvent engendrer forcément des atteintes médicales spécifiques de la maladie et des complications, et également des complications sur le plan psychologique, parce que refaire une poussée chez un adolescent, repenser à la maladie, c'est jamais anodin. Sans oublier effectivement les conséquences que ça peut avoir sur leur parcours scolaire, sur leur parcours professionnel, sur leur humeur, les relations. Donc effectivement, il y a des moments d'instabilité, j'ai envie de dire physiologique, liés à l'adolescence et au passage à l'âge jeune adulte. Et effectivement, avec une maladie inflammatoire d'évolution un peu difficile à définir, il peut y avoir ces moments comme ça de grandes fluctuations de l'habilité et de rupture de suivi qui sont à proscrire impérativement. Au-delà de l'éducation thérapeutique, est-ce que tu vois des outils qui peuvent faciliter ce passage? Est-ce que tu as en tête des outils qu'on utilise Alors, il y a plusieurs outils qui existent, qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de la FAI2R, des questionnaires qui permettent d'évaluer si l'adolescent est prêt finalement à passer en médecine adulte, qui s'appelle le questionnaire Good to Go, qui est téléchargeable sur le site internet de la FAI2R. Il y a d'autres applications qui existent, il y a notamment une application sur les mobiles qui s'appelle la suite Necker, qui est une application très bien faite, qui permet de gérer ses traitements, mettre des rappels, mais aussi avoir accès à des liens propres à l'adolescence. Donc ça s'adresse vraiment à tous les adolescents avec une maladie chronique, qui est un élément très bien fait. Et toi, est-ce que tu connais d'autres outils qui peuvent être utiles à la transition? Après, nous, on a des outils qui sont plus... c'est un outil transversal qui concerne l'environnement psychologique et social, qui peut effectivement impacter ces moments de transition du point de vue du soin, qui s'appelle le AIDS, qui va voir un peu ce qui se passe au domicile, à l'école, à travers les conduites à risque, au niveau de l'humeur, au niveau des activités, des écrans. Voilà. Donc c'est une façon d'avoir cette vision à un instant T du fonctionnement de l'adolescent et du contexte dans lequel il va devoir gérer l'école, la maison, les amis, la maladie, les soins, en sachant que moins ça prendra de place avec une efficacité optimale, et mieux ce sera pour lui et pour nous indirectement, puisque ce seront des consultations plus simples. Et alors, est-ce que tu as des conseils pour aider un adolescent à devenir acteur de sa santé? Alors non, je n'ai pas de conseils, je ne me permettrai pas de conseiller, parce que l'expert de ce qui se passe, c'est lui. Nous, on a l'expérience d'autres adolescents qui ont pu vivre ces situations difficiles, d'où l'importance d'ailleurs de certains groupes de parole de patients, ou en tous les cas en éducation thérapeutique, de pouvoir les faire travailler ensemble sur l'expression des émotions, des ressentis qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils utilisent certains traitements par injection par exemple, de les mettre face à des difficultés partagées et de voir quelles sont les solutions que peuvent apporter les soignants, mais aussi quelles sont les solutions que les adolescents les jeunes adultes peuvent apporter les uns les autres. Donc c'est très important en termes de communauté, j'ai envie de dire, de personnes soignées, qui puissent y avoir des échanges. Alors au début, on en a fait quelques-unes de ces journées, ils sont assez silencieux. Et puis si on travaille bien, il y a un vrai challenge entre eux, il y a la possibilité de se relancer et d'expliquer chacun leur expérience pour donner leur point de vue sur la façon de faire pour être acteur de santé. Quel rôle peuvent jouer les parents ? Alors les parents, évidemment, les pauvres, ils ont eu la tristesse, on va dire ça comme ça, d'apprendre que leur enfant est atteint d'une maladie chronique, quelle que soit cette maladie, qu'elle soit inflammatoire, articulaire ou autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le deuil de l'enfant sain, et il faut effectivement se faire à cette idée. Donc ça demande beaucoup de courage de leur part. C'est souvent associé à beaucoup d'inquiétudes en amont,
beaucoup de préoccupations sur le suivi, sur le pronostic, sur les traitements, sur comment ça va se passer plus tard. Donc, ces parents, ils sont évidemment omniprésents en pédiatrie. Ils sont d'ailleurs dans une relation duelle avec le médecin. Et ce qui va être intéressant en consultation d'ados et de plus en plus avec les jeunes adultes, c'est qu'on doit avoir un déplacement des interlocuteurs de pédiatre parent à médecin rhumato adulte patient. Et donc on doit avoir cette transition qui se fait pour nous en médecine de l'ado avec des temps où on sépare les consultations avec les parents et des temps où on est spécifiquement avec les adolescents. Et parfois des temps où on est avec seulement les parents, puis petit à petit avec une consultation simplement duel entre adolescents et professionnels. Et oui, alors, et je vais rajouter, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent et qui inquiète vraiment les parents, notamment dans les ateliers d'éducation thérapeutique sur la transition. L'accompagnement des parents, finalement, il permet vraiment d'accompagner l'autonomie de l'adolescent. Mais bien sûr, ils sont encore une fois bienvenus à la consultation de transition. Je pense que c'est quelque chose qui est important à répéter parce que c'est vraiment une inquiétude qui est là. Et encore une fois, jusqu'à ce que l'adolescent le souhaite, il y a effectivement juste parfois pendant l'examen clinique, pour avoir un moment privilégié avec l'adolescent, on demande aux parents de sortir le temps de l'examen clinique et pour laisser une intimité à l'adolescent. Mais vraiment, les parents sont les bienvenus. Quel est le rôle des psychologues, infirmiers de coordination et assistants sociaux ? Alors, déjà, cette question montre que le travail de transition et de transfert, pour bien différencier les deux entités dont on a parlé au début, c'est un travail qui est d'équipe. C'est-à-dire qu'un professionnel, un médecin seul, ne peut pas assurer cette fonction. Et donc, il va se reposer sur cette équipe qui va travailler sur ce projet et qui va solliciter en fonction des difficultés, dossier NDPH ici, troubles de l'humeur là, tel ou tel questionnement sur la façon d'injecter, l'assistante sociale, le psychologue, la psychologue, l'infirmière. Et donc c'est cet ensemble qui constitue cette équipe qui va être soutien et qui va pouvoir répondre spécifiquement aux besoins des adolescents au fur et à mesure que ceux-ci seront présents avec des besoins qui varient d'un individu à l'autre et d'une période à l'autre. Merci beaucoup. Et finalement, quel message on souhaite faire passer aux adolescents et aux parents qui vivent avec une maladie rare ? Alors moi, du point de vue pédiatrique, c'est que voilà, l'idée c'est de leur avoir permis d'aller le plus loin possible en âge avec un traitement le plus efficace possible de façon à ce qu'ils aient pu profiter au mieux de leur adolescence ou qu'ils en aient souffert le moins possible en termes d'impact. L'idée c'est que la transition, ça va avec l'ensemble du projet, c'est-à-dire le projet scolaire, le projet social, le projet affectif, le projet amoureux, le projet familial. Donc c'est vraiment une composante des projets. Il ne s'agit pas de résumer ces adolescents à leur maladie chronique. Et donc l'idée, c'est de les transmettre, j'ai envie de dire, de les transmettre à une équipe d'adultes qui les connaît, des médecins d'adultes qui y feront attention, qui leur proposeront des choses différentes, nouvelles, qui leur permettront de poursuivre, de continuer à avancer et progresser dans leur parcours de soins et dans leur parcours en général. Exactement, et nous en médecine d'adulte, on est exactement dans cette continuité-là, à accompagner, à dire que la maladie ne définit pas l'adolescent et de permettre vraiment cet accompagnement pour permettre à l'adolescent à réaliser ses rêves, qu'ils soient personnels, professionnels, affectifs, et puis à dire aux parents qu'ils ne sont pas seuls et qu'encore une fois, on est là aussi pour eux, on est là aussi pour toute la famille, et que la transition, ça peut être une étape importante, parfois effrayante dans certaines mesures, et que c'est aussi une opportunité pour grandir, pour acquérir de l'autonomie et pour construire un avenir confiant. Quel mot d'espoir pouvons-nous donner aux adolescents qui se sentent seuls ou un peu perdus dans cette transition ? Bah oui, un mot d'espoir parce que c'est très important déjà de dire que la maladie ne définit pas l'adolescent. Vraiment, c'est un point qui nous est cher. Je pense à toi et à moi, Hervé, et qu'on est vraiment là pour accompagner l'adolescent et sa famille afin qu'ils puissent construire vraiment leur projet de vie, que ce soit familial, amoureux, affectif, professionnel, personnel, vraiment dans la continuité entre la médecine pédiatrique et la médecine adulte. C'est vraiment notre objectif premier, que les parents ne sont pas seuls, qu'on est là aussi pour eux, tant les équipes soignantes que les associations de patients, que les filières,
et puis que bien que cette transition puisse paraître parfois effrayante, parfois exigeante, ça permet vraiment d'être une opportunité pour accueillir de l'autonomie, pour grandir et puis pour construire vraiment un avenir confiant. Le mot d'espoir, tu vois, même si c'est pas forcément ma spécialité, c'est les progrès thérapeutiques. Parce que malheureusement, j'ai l'âge de mes artères, comme on dit, et je vois tout ce que vous avez pu réaliser en termes de recherche médicale et d'application thérapeutique. Et on voit des pronostics qui sont transformés, par exemple, par la biothérapie, qui peut entraîner des rémissions, parfois très durables. Donc il y a vraiment de l'espoir aussi à avoir dans les perspectives de soins, le temps qui passe, la recherche, et tous les traitements que vous pourrez appliquer, mettre en place pour ces patients, qui n'auront jamais la perception de la différence de ce que c'était avant, mais qui, pour nous, qui avons vu des situations plus sévères il y a longtemps, de pouvoir juger de l'amélioration de cette qualité de vie, même si un adolescent malade chronique, quel que soit son niveau d'atteinte, restera quelqu'un de blessé et qui aura besoin de soutien pour pouvoir passer cette étape et faire avec, et reprendre du plaisir avec ce corps qui a pu parfois lui faire défaut et le réinvestir positivement.